d'habitude au TOF, Ray, ça marche. C'est l'occasion pour moi encore de vous remercier et de votre présence et de la qualité des films qui sont diffusés all over the world. Puisque je vous confirme, même en Australie, on regarde le conseil municipal. Je vous rassure, il n'y a qu'un téléspectateur, c'est mon beau-frère. Et chaque lendemain de diffusion, il m'envoie un mail en me disant « T'as grossi, j'ai rien compris à la délibération numéro 4, tu n'as pas été sympathique avec tes opposants. » Bref, donc comme il me regarde, je le sais. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Le quorum est réuni. J'ai une procuration de M. Bordeaux pour M. Fratola, de Mme Jeannot pour Mme Détins, de M. Madmassari pour votre serviteur et de M. Vanslinbroek pour Mme Aberkan-Joudani. Donc la séance est ouverte. Je voudrais remercier nos amis de la FNACAC, j'ai le président, qui m'ont fait une très très belle brochure. Je crois que Colette, tu en auras aussi un exemplaire qui a été, je ne l'ai pas encore lu, mais en tout cas, il y a des très belles factures éditées par le département. Donc merci pour cette délicate attention. Et je rappelle à l'Assemblée, pour ceux qui, comme moi, sont très attachés à, je dirais, la présence, la fidélité, l'activité de l'association des anciens combattants, qu'il y a un très très beau calendrier qui est offert à la vente au prix modique de 5 € et qui permet derrière de mener des activités. Donc voilà, moi je me suis fait avoir, mais comme chaque année j'ai été fidèle. Donc n'hésitez pas, si au lieu d'acheter une demi-pizza, vous voulez acheter un calendrier, les représentants sont là. Il m'appartient de désigner un secrétaire de séance, et je me disais peut-être que M. Jacob, qui est réputé en la matière, si nos collègues sont d'accord, pour vous confier cette lourde tâche. En matière de suivi et de rigueur des délibérations du conseil municipal. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions à l'unanimité? Merci pour lui. Délibération numéro 2 porte sur l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 28 juin. Y a-t-il des questions concernant ce rapport? Il n'y en a pas, je vous ouvre. Y a-t-il des voix contre, des abstentions à l'unanimité? Je vous remercie. Et en l'absence de Mme Massari, qui va bien me manquer ce soir, je vais tenter de rapporter. Oui, il a exceptionnellement pris des vacances parce qu'il assurerait, comme d'autres collègues, la permanence pendant que moi je prenais enfin des vacances. Donc je vais essayer d'être à la hauteur de la qualité du rapporteur en précisant, merci M. Faforo de me préciser, en rappelant qu'il y a 2 délibérations qui ont été déposées sur table. Qui porte sur un point touchant à l'urbanisme sur les 2 parcelles où la préfecture nous a invités à modifier une délibération que nous avions adoptée, je crois, avant l'été, et une seconde que j'avais oubliée sur la désignation des représentants de la commune dans 2 associations. Le premier sujet à l'ordre du jour concerne donc l'adhésion de la commune, en tout cas à un groupement de commandes réputé permanent entre la communauté d'agglomération Menin-Val de Seine et ses communes membres. Vous savez qu'en juillet 2016, le conseil communautaire avait, après avis de chacun des conseils municipaux, approuvé ce qu'on appelle un schéma de mutualisation. Et parmi les éléments de mutualisation, eh bien, il y avait la capacité et à discrétion et de manière libre aux chartes communes, de pouvoir se réunir et d'acheter ensemble et à moindre coût, eh bien, soit des contrats de service, du matériel informatique, de pouvoir souscrire des mutuelles, de disposer de conseils juridiques, aussi pour les services techniques éventuellement de faire appel collectivement à des organismes de contrôle, voire un jour peut-être sur l'entretien des espaces verts. On est un peu plus fort lorsqu'on commande plus en nombre. Eh bien, c'est ce qui a été déjà fait avec quelques succès à la clé, je pense notamment à l'informatique, mais aussi, c'est plus modeste, mais quand même tout ce qui a trait au matériel de bureau, et d'autres projets que j'ai évoqués qui sont soumis et qui sont inscrits dans cette convention de groupement de commandes. Et en rappelant que chaque fois il y a une désignation d'un coordinateur qui engage des communes
communes mais qui peuvent se retirer à tout moment, qui instruit et ensuite lance les appels d'offres et ensuite, dans le cadre d'une commission, les attribue. Donc l'objet de cette délibération, c'est d'inviter le conseil municipal à autoriser votre serviteur à signer cette convention. Y a-t-il des questions concernant ce projet de délibération? Il n'y en a pas, donc je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Je vais maintenant rapporter sur 4 délibérations qui, peu ou prou, touchent aux mêmes compétences, et notamment des décisions que prend ce qu'on appelle la commission locale d'évaluation des transferts de charges, dont Ansem Malnassari est le président, et qui visent par politique, lorsqu'elles sont transférées à la communauté, à évaluer les charges et les recettes pour que ce soit une opération neutre entre ce que je transfère comme charge et la recette ensuite qui m'est restituée à travers des attributions de compensation par la communauté. Il y a 4 grands secteurs qui ont été transférés en 2018. Donc, et la CLET a mené ce travail en juin dernier. Il nous appartient de délibérer pour ensuite le traduire budgétairement à la faveur du budget 2018 et demain 2019. Et ensuite, c'est ce qui fonde ce qu'on appelle l'attribution de compensation. Il y a 4 sujets qui ont été évoqués lors de cette commission. La première touche à la taxe de séjour, c'est-à-dire en fait la taxe qui est prélevée désormais et depuis 2018 par la communauté d'agglomération sur les séjours hôteliers. Nous sommes la seule commune qui n'avait pas voté de taxe, pour une fois, notamment sur à la fois l'hébergement type l'hôtel du Germanois ou bien un hébergement privatif sur les maisons d'hôtes. En revanche, quasiment toutes les autres communes, comme Le May, Livry, La Rochette et Seine-Port, avaient adopté une taxe et donc elle a été transférée à la communauté d'agglomération puisqu'elle perçoit cette recette. Ensuite, elle la reverse aux communes. Donc je viens en détail. La seconde touche à un programme dit de réussite éducative pour les communes de Damary, Lélis, Le May et Seine-Port. J'y reviendrai. Ensuite, transfert de subvention d'éducation pour la ville de Melun, qui était un programme de soutien scolaire, je reviendrai là aussi, spécifique à la ville de Melun. Et enfin, des opérations de prévention de dégradation des copropriétés au Mets-sur-Seine, sur 2 opérations qualifiées d'espace et plein ciel, qui ont fait l'objet, pour les 4 rapports, d'une décision à l'unanimité. Premier sujet, donc, sur la taxe de séjour, c'est la délibération numéro 4. Donc, il vous est proposé, l'ensemble des présidents de groupe ont été destinataires des rapports finaux. Pour chacune des communes, il a été adopté un montant. Je vous l'épargne, ce qui compte, c'est qu'il y ait un parfait équilibre entre les charges et les recettes. Je voudrais juste préciser à ce stade qu'il y a un seul point non résolu qui concerne la ville de Seine-Port. Car Seine-Port affiche une spécificité, c'est qu'il y a, elle héberge à l'échelle de la commune un organisateur de séminaires qui s'appelle Château Forme, qui jusque-là n'était pas taxé, et qui aujourd'hui conteste la décision de la ville de Seine-Port sur les 3 dernières années. Donc c'est quand même un montant de 104 000 €. Et donc ils sont aujourd'hui en contentieux, et le tribunal, je pense, je ne sais plus si c'est de commerce ou administratif, pardon pour cette approximation, devra se prononcer. Et comme désormais c'est la communauté qui hérite de cette compétence, elle qui a émis le titre de recette, et donc en cas de résolution du contentieux, et si d'aventure le droit donné à la juridiction donner raison à la ville de Seine-Port et à la communauté, bien évidemment la communauté rembourserait la commune de Seine-Port du montant des taxes sur les 3 années que j'ai évoquées. Voilà donc pour le rapport concernant la taxe de séjour. Et je crois que Madame Bouchon, vous vouliez faire une petite remarque, vous m'avez glissé à l'oreille tout à l'heure. Voilà. C'est bien orchestré, non? J'ai pu participer au mois de juin à la réunion CLET et c'était un peu confus à un moment, peut-être vous allez pouvoir m'éclairer, mais j'avais le sentiment que cette
la somme allait être versée 2 fois. C'est-à-dire une fois aux communes et ensuite à l'organisme du tourisme. Alors, est-ce que j'ai mal compris? Est-ce que vous avez peut-être plus de renseignements à me donner? Et bien, je reconnais là votre sagacité et votre attention légendaire. En effet, on a un sujet qui a été soulevé lors de la CLET, c'est une singularité un peu juridique, c'est qu'en fait, lorsque la communauté d'agglomération s'est vue confier la compétence du tourisme, elle a créé ce qu'on appelle un EPIC, c'est un établissement public intercommunal à vocation commerciale, et qui donc, de droit, doit récupérer la taxe. Donc on est dans une singularité qui va faire l'objet de débats et probablement de corrections budgétaires courant 18 au plus tard 19, car comme vous l'avez soulevé, Madame Bouchon, on a cette singularité d'une taxe prélevée par la communauté d'agglomération qui doit obligatoirement la reverser à l'établissement public, c'est l'office de tourisme de la communauté d'agglomération pour mener ses politiques de promotion, quand au même moment, elle reverse aux communes la recette à laquelle elles ont renoncé. Donc là, on a en gros payé 2 fois. Donc le sujet a été, vous l'avez bien compris. Oui, j'avais bien compris. Vous l'avez très très bien compris. Donc ça, notre ami Anselme Malmassari et d'autres l'ont soulevé. Donc je reviendrai devant le conseil municipal. Je ne sais pas si ça sera probablement abordé peut-être lundi soir lors du conseil communautaire. À défaut, nous saisirons officiellement la communauté pour comprendre, parce qu'il s'agit quand même de montants très importants qui se chiffrent quand même en centaines de milliers d'euros. Voilà pour la partie. Est-ce que vous voulez qu'on vote pour chaque délibération, ou bien je présente les 4 et ensuite on fait un package? Ça vous va, monsieur? Un package? Bon, c'est monsieur Cafouro qui a décidé, c'est le package. La seconde, elle concerne donc la commune du Mai et qui porte sur, comme je l'évoquais, une opération sur espace et plein ciel de quartier du Mai, et où l'habitat est considérablement dégradé et où la ville s'est engagée de longue date dans des actions à la fois de réparation, de restauration, mais aussi de conduite d'études afin de mener, dans le cadre de la politique de la ville, des opérations de prévention et de réparation. Le montant, donc, c'est une opération qui va courir sur 5 années au regard des enjeux. Je ne vais pas ici détailler l'opération, non pas que ce soit fastidieux, mais ça m'obligerait à être exhaustif. J'indique juste le montant qui a été adopté par la CLET au titre de l'année 2018. Il est de 61 047. Et il faudra que le conseil communautaire se prononce, puisque c'est une procédure dérogatoire. Il faudra donc que le conseil réunisse une majorité des 2 tiers, mais aussi, je dirais, l'approbation de chaque conseil municipal de la commune. La troisième opération à laquelle nous sommes très attachés, parce qu'elle a toujours été soutenue par Volpénil, même si, je dirais, nous ne sommes pas concernés au premier chef, puisqu'il s'agit d'un programme de réussite éducative, mais qui concerne les enfants et leurs parents, et les enfants notamment réputés en fragilité à partir de 2 ans, donc c'est assez concret, puisqu'il s'agit de dispositifs d'aide aux devoirs, de suivi psychologique, d'éveil culturel, et puis aussi de coaching familial, parce que quelquefois il faut aussi s'immiscer, je dirais, dans l'intimité des familles pour les accompagner à relever quelques défis. Donc les 3 communes que je vous ai citées, c'est Malin-la-Marie, Le Mai, et tout ça toujours dans le cadre de la politique de la ville. Donc l'évaluation qui a été faite, elle a été conduite sur les 3 dernières années, et pour arriver à des montants respectifs, en ce qui concerne le Damary-Lévis, de 25 280 € au titre des charges remboursées, pour Le Mai, un montant de 44 000 € et Pure-Melun de 51 000 €. Voilà donc au titre de l'approbation du rapport de la CLET pour la politique réussite éducative. Dernier rapport sur lequel nous devons nous prononcer concerne principalement, exclusivement la ville de Melun sur le dispositif dit Éducation Melun. C'est une politique qui remonte à 2016, et c'est un transfert qui s'est fait en 2 temps, le premier en 2016 au titre de la politique de la ville, et puis en 2017 au titre de ce qu'on appelle le programme réussite éducative.
Alors là, je ne rentre pas dans le détail, mais il y a aussi une petite clarification à apporter qui fera l'objet d'une régularisation budgétaire entre la communauté d'agglomération et Melun. Pour vous la faire courte, Melun devra rembourser 60 000 € qui lui avaient été versés au titre d'une subvention dans le cadre de cette opération, car en fait en 2016, il n'y avait pas eu de dépenses pour la ville, donc le calcul a été fait sur les 3 années 14, 15 et 17, et donc en gros, le prélèvement sur Melun au titre des recettes prélevées de 84 760 €, et ensuite 60 000 € que la commune devra rembourser à la communauté. Donc, la communauté s'est exprimée sur ce programme, qui là aussi rencontre des résultats assez satisfaisants. Donc l'évaluation des charges transférées est de 84 760 €. J'en ai terminé, pardon, j'étais un peu long sur ces 4 rapports. Si vous avez des questions, et en dépit de l'absence de M. Malmassari, j'essaierai de répondre. Madame Moreau. Simplement, j'aurais souhaité avoir une petite précision sur les 61 000 par rapport aux résidences plein ciel et espace plein ciel, parce que moi, on avait évoqué cela déjà en conseil en communauté, et la rénovation de ces immeubles, c'est pas du tout ces sommes-là. Donc les 61 000, c'est uniquement les études. Suspension de séance, il faut que je relis juste un paragraphe. Non, je ne vais pas répondre à côté. Alors, sur le rapport, parce que je voulais être certain de ne pas vous dire de bêtises, sur le cadre juridique et puis ensuite sur les montants qui sont évoqués, il y a pour l'essentiel en effet des études, notamment l'une qui doit conduire la ville du Mai à faire le choix de l'opérateur qui aura à supporter, une fois qu'on a identifié les programmes de prévention de l'habitat dégradé. Est-ce qu'ils vont choisir un office public? Est-ce qu'ils vont passer par un autre opérateur? Donc essentiellement des études préopérationnelles, mais il y a aussi eu des dépenses d'entretien. Il y a quelques charges financières, mais je n'ai pas le détail. Et puis aussi il y a eu des acquisitions, renouvellement à mon avis de certains espaces réputés privés. Voilà, donc là je ne suis pas très au clair. Est-ce qu'ils sont qui relèvent du domaine public à fin d'aménagement et d'intervention? Mais en gros, l'essentiel, ce sont des études. Parce que je regarde ensuite le bilan d'exploitation. Il y a des coûts salariés aussi, puisqu'il va y avoir certainement un chargé de mission, puisque ça représente 50%. On arrive en moyenne sur les 3 ans à presque 40 000 €. Les charges indirectes et frais de structure s'élèvent à 1 800 €. Il y a des travaux à hauteur de 10 400 €. Et puis les études représentent 35 000 €. Voilà. Et on arrive là à 87 000 €, mais c'est sur la moyenne des 3 années, qui est pondérée au regard des dépenses des autres années. Voilà. Et en fait, pourquoi les dépenses sont pondérées? Parce qu'il y avait des recettes en face. Il y a eu 87 000 € de dépenses sur les chapitres que je viens d'évoquer. Et il y avait à la fois des recettes qui provenaient de la Caisse des dépôts, de la région Île-de-France, et ensuite de l'Agence nationale de rénovation urbaine, pour un montant de 26 000 €. Donc le solde de 87,26, je fais des arrondis, est de 61 000 €. Merci, M. le maire. Excusez-moi, mais ça me semblait pas cher par rapport aux sommes que j'avais pu entendre pour la rénovation. Absolument. Qui s'élève en moyenne à 5 millions par livre. Vous avez vu comment elle a tenté de me déstabiliser, mais heureusement, j'ai été sauvé par le gang et l'excellent rapport de la Claise. Est-ce qu'il y a d'autres questions tout aussi désagréables? Non? Super, merci. J'en parlerai à Mme Massari. Donc écoutez, je vous propose de mettre aux voix chacune des délibérations, comme c'est le droit, sur la taxe de séjour, y a-t-il des voix contre, des abstentions à l'unanimité, sur le programme espace et plein ciel, contre, abstention, unanimité, le programme de réussite éducative, abstention, contre, à l'unanimité, et enfin, éducation pour la ville de Melun, y a-t-il des voix contre, des abstentions à l'unanimité, qui est une marque de soutien de notre ville, alors même que nous ne sommes pas concernés, mais que ça intéresse quand même des centaines d'enfants et des milliers d'habitants. C'est tout à notre honneur.
Revenons à Volpénil, sur traditionnellement l'adoption du fonds de concours de la communauté d'agglomération attribuée à la ville de Volpénil au titre de la ludothèque. Et à ce propos, il faudra peut-être M. Chalot. Ce serait pas mal, M. Chalot. Voilà. Parce qu'on dresse quelquefois les bilans, ça serait bien, M. Chalot, peut-être qu'en conseil un jour, on dresse le bilan peut-être de la fréquentation, des animations et des capacités d'accueil ici dans le conseil, ce qui va faire le lien, vous verrez avec ce que je vais vous dire, puisque en gros, la fréquentation va croissante. J'espère la satisfaction de manière tout aussi équivalente. Et puis la ville a consenti avec ses petits bras comme quelques investissements et qui, je pense, ont amélioré l'accueil. Et le jour où je vais le garder, parce qu'un jour je serai grand-père et que je serai bien content d'y aller. Et plus sérieusement, si j'évoque ce bilan, c'est parce que je sors d'une réunion à la communauté d'agglomération où nous avons commencé les négociations budgétaires et au titre de mes responsabilités culture et sport. Donc j'ai entamé une modeste négociation, mais chaque euro gagné pour la ville, c'est une petite victoire, demandant à la communauté d'agglomération d'accroître la subvention, soit le fonds de concours qu'elle accorde à la ville, de 10%. Donc si tout va bien, en 2019, dans le budget, j'espère que nous reviendrons avec un trophée qui s'appelle 5 000 €. Je pense que ça va faire un tout petit peu, créer un peu d'émoi, parce que vous savez que les fonds de concours sont des fonds dits forfaitisés. J'ai rappelé à son vice-président tout à l'heure qu'ils avaient beau être forfaitisés depuis que nous avons transféré un certain nombre de compétences, il n'en demeure pas moins, et mes collègues conseillers communautaires, on l'a pas emporté, nous avions voté contre, les fonds de concours avaient été baissés la première année de mandat sur le budget 14 de mémoire, d'une baisse de 4%. Voilà. Or, nos charges, elles, ne sont pas constantes, et ce qui est normal, elles s'accroissent, hein, je veux dire, au moins au rythme de l'inflation. Donc, on aura une petite bataille à mener, et je ne trouverais pas illégitime que d'autres, je prends de très beaux équipements comme celui qui est à Melun, si on prend la médiathèque, dont j'ai appris qu'elle allait ouvrir le dimanche, qui est quand même une très bonne chose, eh bien, je trouve qu'elle mériterait, elles aussi, quand on accroît le service public, qui est un petit accompagnement. Et pour clore le tout, je dirais que nous pouvons d'autant plus porter cette revendication que lors du dernier bureau communautaire où nous avons commencé à examiner les grandes masses, eh bien, il se trouve que voilà, les recettes de la communauté d'agglomération, par une dynamique fiscale, et pour l'essentiel portée par Volpénil et son parc d'activité, je veux le dire ici, eh bien, se sont accrues de 1,5 million d'euros. Voilà. Donc, je pense que ces 5 000 €, on va mener cette petite bataille. Voilà l'objet de cette délibération. Y a-t-il des questions? Je les vois. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions à l'unanimité? Je vous remercie. Le budget. C'est pas mal ma service CRRO, donc je vais essayer d'être aussi clairvoyant et aussi clair que vous. Bon, c'est une petite décision modificative qui, pour l'essentiel, je vais le détailler, repose sur une indication du Trésor qui nous a demandé, en tout cas le payeur départemental. Vous savez qu'il y a quelques mois, nous avions négocié avec Madame Moreau eh bien, l'obtention de la part de l'office départemental qui nous versa une somme de 50 000 € qui avait été promise, on l'a payé, vous l'avez obtenue, pour nous aider à réhabiliter la rue de la Flotte, chère à certains. Nous l'avions inscrit en fait en recette d'investissement, or le payeur nous a dit en fait, de la réinscrire en recette de fonctionnement. Donc on est obligé de faire ce jeu de bonne taux pour réinscrire ce montant. Pour autant, si je prends la section de fonctionnement sur les dépenses, il y a quelques nouvelles dépenses qui étaient elles-mêmes inscrites en investissement, notamment sur la fourniture et les petits équipements de matériel et de mobilier, notamment pour les écoles. Donc il y a deux montants, vous avez 2300 et 2500 €. Et puis aussi, je dirais, d'autres dépenses qui, vous verrez, sont compensées, au premier rang desquelles, peut-être que là aussi, Madame Pétiec dira un petit mot ainsi que Monsieur Chalot sur une initiative que nous prenons ce week-end autour de la prévention routière et de la sécurité routière, et qui nous a conduit à dépenser 1 700 €, mais à obtenir une subvention du département de 1 700 €. Donc voilà, donc c'est une opération pas blanche parce qu'il y a un peu de travail, et le travail c'est une valeur. En tout cas, c'est ce qui est traduit dans le budget. Ce qui fait que section de fonctionnement,
Donc on a une baisse de 4 500 € sur les mentions, sur les titres, sur les lignes que je viens d'évoquer, sans compter une dépense supplémentaire au titre des concessions de brevets et licences. Voilà. Ensuite, nous avons aussi une dépense en fonctionnement plus importante au titre, c'est le fameux fonds de péréquation des recettes fiscales, le fameux FPIC, dont vous parle des fois M. Magnassari. Et là, on avait fait une simulation dans le budget que nous avions voté, nous étions en deçà de 1 907 €. Et de mémoire, Madame la directrice générale, je crois que vous avez inscrit au budget 90 000 € de mémoire, je crois que c'est ça, notre contribution au titre du FPIC. Nous espérons que ça va s'arrêter là, parce que vous savez que ça a doublé chaque fois ces 4 dernières années. Voilà donc, et ensuite vient le virement, comme je l'ai évoqué, vous le retrouverez ensuite en investissement, un virement à la section d'investissement, solde de 44 450 €. Au titre des recettes en fonctionnement, eh bien, les 50 000 € dont j'ai parlé tout à l'heure, la contribution de l'office public, mais aussi donc, les 1 700 € qui sont versés par le département au titre de l'opération de sécurité routière, mais aussi un basculement en recettes d'investissement d'une subvention du cinéma à hauteur de 8 700 €. Donc si je fais la bascule des deux, en dépenses comme en recettes de fonctionnement, nous situons à 43 200 €. En investissement, quelques dépenses supplémentaires, toujours pour les écoles, en matériel de bureau, matériel informatique, et puis aussi un peu de mobilier, le tout pour 4 857 €. Ça, c'est à cause de Mme Bétins qui a acheté l'iPad, un vidéoprojecteur et du mobilier pour les écoles. C'est la meilleure des dépenses. Chaque euro dépensé dans les écoles, c'est un avenir radieux qui se décide, tout comme les dépenses que nous avons réalisées pour construire une rampe pour les personnalités, ce sont des personnalités, les personnes à mobilité réduite à l'école Auchan, mais aussi pour la toile, la structure du manège, qui sera un tout petit peu plus cher que nous avions prévu, puisque vous savez que ça commence en octobre, je pense, chez Dafouro. Dans l'enceinte de la ferme des Jeux, nous allons changer la toile, puisque la pluie c'est bien, mais dehors c'est mieux, puisqu'il pleuvait dans la structure. Et puis surtout, M. Dafouro a eu le génie aussi de nous inviter à changer l'éclairage. Et nous vous réservons d'autres surprises pour l'année prochaine. Soit au titre des dépenses d'investissement, au total, donc 13 000 € pour les deux mentions rampe et toile, 17 plus 4, on arrive donc à presque 18 000 €. Et en recette d'investissement, là aussi, basculement d'une subvention au titre du cinéma de 24 000 €, la subvention d'investissement de 50 000 € dont je vous ai parlé qui passe en fonctionnement. Si vous suivez, c'est que vous êtes fort, prenez une feuille, je vais passer une interro. Bref, tout ça nous fait un solde négatif de 26 000 €. Et donc un total de recettes finales de 17 945 €. Je suis allé vite à Essian, désolé pour le public qui n'a pas disposition des tableaux, mais qui sont sous les yeux de nos collègues conseillers municipaux. Y a-t-il des questions pour ces deux petits mouvements? Il n'y en a pas, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Il y a donc 5 abstentions. Non. Excusez-moi, 5 abstentions. Alors, j'ai bientôt fini, rassurez-vous. Maintenant, je vais vous parler un peu de sport. Vous savez que, résultat des orages de 2016 de mémoire, et grâce à plusieurs concours en solide des assurances, nous sommes parvenus à réhabiliter, comme on voit ici, comme un point lumineux à l'entrée du cœur de ville, les tennis intérieurs. Voilà. Et je dois dire que le club en est d'autant plus satisfait que, je dirais, le nombre d'adhésions va croissant. Et je crois que ça a changé même l'atmosphère un petit peu du club, puisque désormais on jouait sur une moquette un peu pourrie, où là j'arrive à gagner des matchs, désormais je perds tous mes matchs. Et les tie-breaks sont un vieux souvenir. Plus sérieusement, l'idée, en intelligence avec bien sûr le club, bien sûr nos adjoints au sport, et puis bien sûr Alain Dafouro, l'idée c'est de s'engager dans la voie, parce que M. Jacob n'arrête pas de nous tirer l'oreille sur ce sujet, de s'engager dans la voie de réhabilitation de 2 terrains extérieurs, et ce, à la condition bien sûr de trouver des subventions pour le faire. Mais pour ceux qui peut-être s'y promènent quelquefois, il y en a un des deux qui est pratiquement impraticable, on peut dire ça, M. Jacob, et le second, ses jours sont comptés. C'est ça. Donc vous comprenez pourquoi je perds. Les enjeux budgétaires. L'objet de cette délibération, en fait, c'est qu'elle n'engage pas encore la commune dans la réalisation du cours de tennis, mais en revanche, elle vise à demander des subventions pour le réaliser. Les enjeux financiers, quels sont-ils? Je viens de vous parler hors taxe.
c'est essentiel pour nous, c'est là notre mode de calcul. Les travaux de réhabilitation représenteraient 62 000 € et la mission de contrôle technique 1 900 €, soit un budget total de 64 280 000. L'idée, c'est de solliciter l'État, et notamment la préfecture de Seine-et-Marne au titre de la dotation de soutien à l'investissement local pour l'année 2019 à hauteur de 50%, et ainsi que le conseil régional, puisqu'il existe un dispositif d'aide aux équipements sportifs à hauteur de 15%. Ce qui fait que si tout va bien et que nous réunissons l'équivalent de 80% de subvention, c'est la perspective, le souhait, s'il y a des représentants de l'État dans la salle, nous comptons sur eux, à bon entendeur, salut, ça représenterait 51 000 €, et ce qui représenterait pour la commune un reste à charge de 20% sur l'équivalent de 12 857 €. À la fin, si on arrive à ça à Champomy, j'espère que nous serons plus proches, au moins j'espère, des 50%, ce qui serait déjà, ce qui est vrai que nous sommes souvent fixés ici au conseil municipal. Voilà l'objet de la délibération. De permettre... Ah, et j'oubliais, pardon, essentiel, parce que ça c'est avec le concours bien sûr du club, c'est de solliciter la Ligue de tennis d'Île-de-France qui pourrait contribuer à hauteur de 15%. Donc 50 plus 15 plus 15, voilà, on y arrive. Parce que je voyais des gens qui étaient en train de compter comme ça fait bien 80%. Vous avez bien suivi, monsieur, la chemise bleue. Voilà, y a-t-il des questions concernant donc notre future qualification en Coupe Davis? Non? Eh bien, je les vois. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Dans le même ordre d'idées, et ce, en anticipation des débats que nous aurons dans la préparation du budget pour 2019, on l'avait évoqué l'année dernière, on n'avait pas d'argent, donc on n'a pas dépensé, vieille règle OERNIAT par laquelle nous nous reconnaissons. Il s'agit néanmoins aujourd'hui de très sérieusement envisager, en 2019, de rénover le parking de la ferme des Jeux, pour en faire un lieu qui soit à la fois sécurisé, accessible à tous, qui ne soit pas l'objet de quelques gymkhana à l'été, puisqu'on fait des très beaux dérapages, mais aussi éclairé comme il se doit. Donc là, il y a 2 écoles, mais je pense que c'est celle de M. Tafourou qui l'emportera. Et surtout, dans la capacité aussi à en faire presque une place parking, avec une place conséquente réservée, je dirais, aux arbres et à la végétation. Donc, voilà le projet. Comment? Oui, je parlais de l'accessibilité, puis aussi de sanctuarisation des places pour les PMR. Aussi, de me rappeler M. Tafourou. Donc, dans le même esprit et la même exigence, il s'agit aujourd'hui d'aller solliciter des concours publics extérieurs, au premier rang desquels à nouveau l'État, nous l'espérons, à hauteur de 30%, et dans le cas d'espèce, la région à hauteur de 50%. En gros, le budget prévisionnel, donc vous voyez, c'est un travail qu'il faut toujours prendre avec considération, c'est-à-dire, c'est pas à la louche, mais quand même, ça ne présage pas et du cahier des charges final, mais aussi de l'ouverture des prix, se situe autour des 200 000 € hors taxe. Nous espérons en tout cas, comment? 250. Nous n'entendons pas. Ah oui. On n'entend pas ce que tu dis. Il s'est trompé dans son calcul. Je m'avais dit c'est 199 et j'arrêtais pas de dire non, c'est 250 000. Oui, hein. Donc, je vous présente mes excuses. Il s'agit bien de 250 000 € le budget hors taxe et avec la perspective peut-être de trouver des subventions à hauteur de 200 000 €, ce qui représenterait un reste à charge financière de Siginette, de 20% pour la commune, de 50 000 €. Là aussi, principe de réalité. Je pense que la décision, si nous obtenons moins 50%, nous permettra d'inscrire au budget, dans ce reste à charge, je l'espère, voilà, les 125 000 € qui seraient supportables pour la commune, et mieux, tant mieux. Donc ça, on aura l'occasion d'en débattre au moment de l'adoption, du vote du budget. Monsieur Tafourou, vous avez la parole. Oui, non, je voulais simplement apporter une précision par rapport au tableau et les chiffres qui sont indiqués dessus. Il y a une petite erreur qui figure pour le reste à charge pour la commune. Il est indiqué 49 971 hors taxe, mais le reste à charge TTC n'est pas de 59 965, mais il est de 2 fois 49 971, parce que la commune a à sa charge la totalité de la TVA,
ce qui représente donc 2 fois 20%, hein, le reste à charge net, plus la TVA. Ce qui fait un total de 99 942, d'accord, en TTC. Il est bien évident qu'après, la commune vient récupérer donc la TVA. Suspension de séance, je vais faire le calcul. Si je fais 20% de TVA. Oui, sur le total, ça vaut 240. Ouais. Ça reste. Si tu fais pour ça, les subventions sont calculées sur le Oui. Donc le reste, ça va. plus un tout carré. 49 000 heures taxes de reste à charge et 15% de TVA. Ça fait plus 49. Ouais, en fait. 11. Ça fait 59. Excusez-nous, hein, mais c'est la réalité de la vie, mais je ne comprends pas le calcul de mon collègue. Ouais, on sait. Juste. Vous voyez quand c'est pas mal massé. Paris, c'est pas la même hein, quand même. Hein. J'aurais jamais été ministre des Finances. Donc madame la directrice générale, on doit corriger, on a occulté les 20% de TVA sur les subventions éventuelles. Voilà. Mais je vous garde quand même, hein, madame la directrice. Voilà, ce qui nous fait que je vais pas calculer. Oui, alors oui, je précise que la TVA est ensuite récupérée. Hein. 99 942 €, donc il faudra corriger la délibération. La séance est reprise. Y a-t-il des questions sur cet excellent calcul en live? Moi, je suis en train de prendre le numéro de téléphone dans le Seine pour l'appeler parce que il vient de m'écrire, il m'a dit je suis en train de te regarder à la télé, c'est ridicule. Y a-t-il d'autres questions sur ce tennis pas cher? Non? Je les aurai, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité. Bon, là c'est bon. Maintenant je passe la parole à M. Henri de Mérignac sur le cinéma. Et là je crois qu'il n'y a pas d'argent. Dissolution du service public à caractère commercial de cinéma. Comme vous le savez, donc, le cinéma a toujours été géré depuis très très longtemps par la commune, c'est-à-dire en régie. Nous avons eu ces dernières années des difficultés à gérer au niveau des ressources humaines la continuité du cinéma, ce qui nous avait amené à modifier sa formule et passer plutôt à une projection en fin de semaine. Le départ récent du projectionniste nous a incité à engager une mise en gestion privée du cinéma de façon à conserver son activité, même l'étendre, dans le caractère de ce que nous avions fait jusqu'à présent. Ça implique, donc je reviendrai naturellement ici pour vous parler de la gestion privée et de l'organisme auquel on compte confier éventuellement cette gestion. Mais dans l'immédiat, ce qui vous est proposé, c'est d'accepter donc une autorisation, suite à une autorisation de l'occupation temporaire du domaine public, puisque
le cinéma est à la ferme des Jeux, et donc ça consiste à louer temporairement à un gestionnaire la partie cinéma de la ferme des Jeux. Ça implique de passer par une dissolution du service public à caractère commercial du cinéma, et donc permettre une occupation temporaire du cinéma. La durée sur laquelle on envisage cette location est de 3 ans, ce qui permet une réversibilité de l'opération si on n'en est pas satisfait. Donc ce qui vous est proposé, c'est cette dissolution, on pourrait dire temporaire, ou tout au moins dans l'immédiat, sur 3 ans, du service public à un caractère commercial du cinéma. Voilà. Merci, M. Mérignac. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Monsieur le maire. Ah, alors attendez. Vous êtes 3 à vouloir prendre la parole? Levez la main. Roda, vous voulez bien. Oui, je voulais savoir, concernant les écoles, est-ce que les écoles auront encore la possibilité de demander des séances particulières, comme on le faisait avant, pour un film qu'elles souhaitent montrer à leurs élèves? Alors, le gestionnaire à qui nous voulions confier la gestion du cinéma a une affinité particulière, il a l'expérience concernant les rapports avec les écoles, le cinéma à l'école, et un des éléments de notre cahier des charges, c'était la continuité de notre politique de cinéma, aussi bien en direction des écoles qu'au niveau du cinéma d'art et d'essai ou du cinéma en direction des seniors, etc. Donc il y a une continuité et même, je pense, une amélioration, puisque la plage de projection, il y aura un peu plus de séances, 14 au lieu de 12, permettra une souplesse plus grande au niveau de la gestion du cinéma et donc une amélioration de ces services en fait, auxquels on tient et qui ont été des conditions de la négociation avec le futur gestionnaire. Et pour les tarifs les tarifs seront les mêmes. Alors, je crois. Allez-y, Voilà. monsieur le rapporteur. Ah, merci madame. Allez-y, monsieur. Alors, nous sommes un peu surpris par la démarche. Cet été, j'ai vu dans les annonces légales, déjà l'appel d'offres qui est lancé, sur lequel on n'avait pas été prévenu en annonce. Donc, c'était une question que j'avais mis de côté pour des questions diverses, et je retrouve ça dans les délibérations. Alors, même si ça va dans le bon sens, je veux dire ça comme ça au niveau gestion, partir un peu du public pour aller vers le privé, ça peut jouer sur les frais personnels comme c'était notre cheval de bataille à un moment, et puis ici beaucoup autour de la table disaient que les services publics, il fallait les maintenir. Je demandais quel service vous, opposition, vous voulez enlever du service public pour faire des économies, et en fin de compte on s'aperçoit que petit à petit vous y venez aussi, puisqu'on s'aperçoit collectivement que c'est la bonne gestion qui est en route. Ça c'est pour ces exemples, c'est pas gros. C'est tout simplement ce qu'on on peut revenir au débat en avant, en arrière, c'est pas un souci, on a déjà parlé à maintes reprises. Et j'ai été interpellé à maintes reprises sur le sujet, et je pense que les plus anciens qui ont fait plusieurs mandats comme moi se rappellent très bien ce que je disais et certaines idées. Voilà. Pour le moment, c'est tout ce que j'ai dit. Madame Honchon. Oui. Tout à fait la même analyse que M. Pratola. L'intitulé du point 11, à savoir la dissolution du service public et caractère commercial du cinéma, nous a fortement interpellés. La dissolution du service public est une expression lourde de sens. Elle n'est pas anodine. Le transfert de délégation de service public pour la gestion du cinéma à une délégation de service privé peut se comprendre dans le contexte actuel de maîtrise, voire même de réduction des dépenses municipales dues à la baisse drastique des subventions de l'État aux collectivités. Faire faire, plutôt que faire, peut être présenté comme une source d'économie budgétaire et même d'efficacité. Mais le démantèlement progressif à tous les niveaux de l'État du service public auquel nous sommes très fortement attachés, ne peut que nous inquiéter. Le passage au privé n'est pas exempt de risques. Risque de défaillance du prestataire, risque de dégradation de la qualité de l'offre proposée au public.
C'est pourquoi nous nous abstiendrons lors de ce vote. Merci. D'autres questions, remarques? Bien, je vais faire quelques commentaires, moi que tu veuilles en ligne. Je voudrais juste préciser que le contexte dans lequel ça se fait, c'est pas simplement dans un contexte de réduction de personnel, c'est aussi dans un contexte de spécialisation et de sécurisation des services. Comme je l'ai dit, le départ du projectionniste que nous avions ne nous a pas permis dans l'immédiat de réagir de manière adéquate dans cette gestion et nous a amené à nous poser ces questions-là. Donc ce n'est pas simplement des questions d'économie, c'est aussi des questions de gestion humaine qui sont particulières dans le cas d'un cinéma. D'autre part, comme je le rappelle, il y a une réversibilité de cette proposition. Actuellement, il fonctionne comment le cinéma? Bien. Le programme que vous avez lancé avec quel projectionniste? Eh bien, ce sont en fait des remplacements de gens dont c'est pas le métier. Donc, ce qui me permet, merci de cette question, parce que je voudrais prolonger, puis je vais essayer de répondre à l'ensemble des remarques, aussi légitimes soient-elles. D'abord, c'est le constat, mais je ne sais pas, pour ceux d'entre vous, si vous êtes allé récemment au cinéma, monsieur Pratolin, et peut-être aurez-vous été étonné d'y trouver qu'il y a un policier municipal, qu'il y a un animateur du service jeunesse, à l'exception de notre dame d'accueil, cinéma, qui est là tous les week-ends. Et je voudrais réinsister sur ce que dit monsieur Mérignac, c'est que, et qui a l'air de répondre, non, pourquoi vous êtes allé si vite? Pour une raison simple, c'est qu'on a du mal, on avait du mal, je pensais qu'on avait trouvé la perle rare. Au début, il y a beaucoup d'enthousiasme, mais quand il s'agit de bosser tous les week-ends et jusque tard le soir, c'est plus difficile. Je n'ai pas de jugement de valeur. Mais on ne trouvait pas de projectionnistes qualifiés pour le faire. Et le jeune homme qu'on avait trouvé, dans une perle, c'est son choix, ne se retrouvait plus dans ce mode de travail. Et puis ensuite, on avait un peu tiré sur la corde à devoir chaque fois compléter nos équipes avec des gens dont c'est pas le métier, un policier municipal, même si c'était en heure supplémentaire et c'était un plus pour lui, mais quand même, c'est pas naturellement son métier, même si c'est rassurant. Donc d'abord, il y a un constat d'une crise de ressources humaines qu'il a fallu affronter et qui explique pourquoi nous avons fait le choix, en transparence au sens où c'était pas du gré à gré, on a lancé, je dirais, une publicité demandant s'il y avait des exploitants, avec une règle, c'était de trouver plutôt un groupe indépendant qui répondent à un cahier des charges que nous avons fixé. Et en fait, tout change et rien ne change. Tout change et rien ne change. Au sens où, et ça prolonge la question de notre collègue, les prix sont les mêmes, il y a même plus de séances, plus d'événements, une sécurisation d'ouverture et de la fermeture du cinéma, des événements que nous espérons, des séances qui sont celles réservées à nos aînés ou aux enfants. Tout change, rien ne change. Oui, il y a la clé d'économie qu'on évalue aujourd'hui à 40 000 €, c'est pas rien. Pas rien, 40 000 € quand on se bat tous les jours 1 000 €. Mais c'est pas tellement le choix de dire on sacrifie le service public, c'est que le service public, pour fonctionner, il faut qu'il y ait des gens qui acceptent de le déployer, de l'assumer. Et à ce stade, jusqu'au 15 octobre, on est en train de rigoler, comme on rigolait depuis plusieurs mois. Je comprends la violence du mot, Madame Beauchamp, j'étais comme vous. C'est un mot qui m'est insoutenable. Sauf que juridiquement, et les témoins ici, la directrice générale au premier chef, je dis attendez, on ne peut pas parler d'une dissolution du service public, puisque c'est une expérience que nous lançons sur un an. Monsieur Ménec a fort bien dit et répété le caractère réversible, de sorte que d'ici un an, ou même avant, si les choses ne vont pas, nous reprendrons, nous sommes chez nous, nous louons le cinéma, et on reprendra nos billes. Mais en anticipant et en trouvant là où les personnes qui accepteront de bosser le week-end. Donc dissolution du service public, nous n'avions pas d'autre choix au sens juridique du terme, puisque nous avions créé un service public. Donc j'entends votre émoi, je le partage. C'est super violent, nous qui sommes attachés au service public, mais le service public, il peut prendre plusieurs formes. Il peut s'inscrire dans un cadre juridique tel que celui que nous connaissions, et puis ensuite il peut prendre dans ses usages
et dans son accessibilité le terme de service public. Nous sommes encore 3 communes dans cette ville, dans cette agglomération, qui ont un service public du cinéma. Et chez nous, on a un droit de regard sur la programmation, ça continue un cinéma à l'essai, la politique tarifaire elle dépend de nous, la programmation, nous aurons notre mot à dire. Enfin, je veux dire, c'est pas freelance et open bar. Hein. C'est pas un privé qui s'installe et qui fait ce qu'il veut. Il y a un cahier des charges, et donc c'est un cahier des charges fixé par le service public, par le conseil municipal et puis la délégation qui est confiée en Rime. Mais nous n'avons pas d'autre choix juridiquement que de qualifier ça comme dissolution du service public. Et à l'inverse, c'est bien de s'émouvoir quand il y en a un qui disparaît, c'est aussi bien de s'en réjouir, et je ne doute pas que nous le ferons collectivement, quand nous préservons, lorsque nous développons, nous créons de nouveaux services publics. Voilà. Et c'est là où... Moi, il ne s'agit pas de savoir si c'est mieux le public ou le privé, c'est que nous avons une responsabilité, nous sommes une collectivité locale qui crée et déploie des services publics. Je prends un deuxième exemple qui montre quelquefois on a des difficultés. Si vous prenez l'entretien du bâti de la ville, il ne s'agit pas de savoir si c'est mieux ou moins bien. C'est qu'aujourd'hui, nos agents sont fatigués, quelquefois blessés, voire très malades. Voilà. Et que la solution que nous avons trouvée, c'est de privilégier ce que j'appelle l'entretien de proximité, pour être très concret, notamment sur le plan sanitaire, dans les écoles, et de sous-traiter d'autres parties, parce que la difficulté quand vous gérez un service public comme une entreprise, c'est qu'il vous faut être certain que les agents soient là. Et ça ne coûte pas moins cher de sous-traiter. Et donc dans le cas du ménage, très clair, l'entretien, on a sous-traité une partie de l'entretien de la ville, et demain peut-être que sur les espaces verts, parce que quand on réduit les effectifs, on n'a pas d'autre choix, on peut me raconter tout ce qu'on veut, on peut me donner des leçons de service public, mais à un moment, la réalité de la vie, c'est comme dans nos foyers. Hein. Il y a des recettes, des dépenses. Et contrairement à l'État, une ville, elle doit présenter un budget en équilibre et il doit être sincère. Donc il y a des recettes, des dépenses. Puis à partir de là, il faut quelquefois faire des réformes, et c'est là pour moi des pas irréversibles. Je reprends le terme de notre collègue Henri Mérignac. Donc, je ne sais pas si nous vous donnons raison, monsieur Troitola. On discute de ces questions depuis des années, en toute courtoisie. Les effectifs de la ville ont peu baissé. Peu baissé. Et ils baisseront insensiblement, parce qu'il faut qu'on conforte ce que j'appelle nos missions régaliennes, celles qu'attendent nos concitoyens, et le reste, il faut maintenir la qualité du service public en étant un peu ingénieux. J'ose croire que cette formule un peu ingénieuse nous permettra de maintenir un cinéma public. Voilà. Même si on peut y rentrer, hein, mais... J'ai souvent dit ici combien coûte une place de cinéma quand on y va. Il y a un moment, c'est le contribuable qui paye la différence. Voilà. Quand je paye 7, ça coûte plus de 9. C'est un service public. Voilà. Et accessoirement, l'exploitant va nous verser 5 000 € de la location. Bon, voilà, c'est pas trop mal. Je mets au voie donc cette délibération. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? 1, 2, 3, 4, 9 abstentions. La délibération est adoptée et nous aurons l'occasion d'en reparler car normalement l'exploitant devrait prendre possession des lieux le 15 octobre. Ensuite, alors pour moi-même, dans le même esprit que la délibération sur la convention constitutive du groupement de commandes permanents avec l'agglomération, dans le même esprit, il s'agit aujourd'hui aussi à nouveau de se prononcer sur un groupement de commandes portant sur l'achat d'énergie, de fournitures et de services associés. Vous savez que depuis la loi NOM de décembre 2010, les communes, et avec la disparition des tarifs réglementés, il appartient aux communes d'acheter leur énergie selon des procédures formalisées des marchés publics. L'enjeu, c'est d'obtenir les prix les plus attractifs, bien sûr sur la base de la sécurité de l'énergie et des services. Et donc, nous avons délégué, je dirais, ce groupement de commandes au syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne, le fameux SDESM. Nous sommes représentés par Michel Gare.
afin d'instruire les dossiers de mise en compétition des fournisseurs d'énergie, afin ensuite d'obtenir le meilleur prix. On avait déjà délibéré en 2015 pour adhérer à ce groupement de commande. Il nous appartient à nouveau cette année de nous prononcer sur l'adhésion à ce groupement de commande, en précisant que le SDES travaille aussi, là aussi dans le contexte que nous connaissons de transition énergétique et chacun à sa manière de lutte contre les dérèglements climatiques, sur là aussi l'élargissement de la palette des sources d'énergie, pour là aussi pousser à, je dirais, l'acquisition d'énergie dite ou réputée propre ou moins génératrice de carbone. Voilà. C'est l'objet de cette délibération que je soumets à vos voix. Y a-t-il des questions? Il y a énormément de communes qui ont souscrit. Donc je mets aux voix, y a-t-il des voix contre, des abstentions? Une abstention, c'est adopté. Eh bien, madame l'abstentionniste, que diriez-vous de nous parler de Bagneux-sur-Loing, Croissy-Beaubourg, Lésigny et Villenoy, que chacun connaît ici? Oui, en fait, c'est des communes près de Meaux et des communes dans le sud. Bon, oui, effectivement, bon, je vais rien vous apprendre de nouveau, puisque ce n'est pas la première fois que l'on... là, c'est une demande d'adhésion des communes. Quand une commune souhaite adhérer au SDES, donc au syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne, toutes les communes qui font partie de ce syndicat doivent donc délibérer pour accepter qu'elles puissent rentrer dans le syndicat. Donc il s'agit bien des 4 communes donc, que M. le maire a énumérées. Il y a Bagneux-sur-Loing, Croissy-Beaubourg, Lésigny et Villenoy. Donc voilà, on vous demande d'approuver l'adhésion de ces 4 communes au syndicat départemental. Alors qui est contre Lésigny, Villenoy, Croissy-Beaubourg et Bagneux-sur-Loing? Qui? Personne ici. Donc je mets aux voix. Qui est pour? Eh bien c'est fantastique. Adopté, bravo Madame Moreau. Voilà. Monsieur Henri Mérillac, on me dit que lors de notre dernière séance du conseil municipal, non comptant quelquefois... Non, plus tard. Et heureusement, c'est le conseil municipal de rentrée. Donc je disais, monsieur Reyes, oui. Nous avons délibéré il y a quelques semaines sur les révisions du PLU, et apparemment, c'est comme les additions, j'aurais fait des bêtises, ou j'aurais été approximatif. Et j'aurais incité le conseil municipal à voter des choses qu'il fallait repréciser. C'est un copier-coller malheureux. Vous vous souvenez effectivement que le 17 mai 2018, on a voté tous à l'unanimité la modification numéro 1, la révision, vous voyez, je fais même la révision numéro 1 du PLU. Il se trouve que dans l'intitulé principal, on avait marqué justement modification. Donc à la préfecture, il y a une gentille dame qui contrôle tout ça, le contrôle de la légalité, et qui nous a retoqué la délib. Donc nous, lors de ça, on a dit ben, on va rectifier tout ça, et le conseil municipal qui suivait, c'était au mois de juin, on a fait une nouvelle délibération qui disait chaque fois qu'on verra révision, modification remplacera par révision. On a soumis ça au contrôle de la légalité, ça n'a toujours pas été bon, on n'avait pas bien compris, on s'est fait un peu gronder, quoi. Donc la dame veut qu'on refasse en totalité la délibération. Donc c'est pour ça que la 14 et la 15 sont complètement liées. Hein. Donc là, pas mal de choses, c'est d'annuler les 2 délibérations qui sont du mois de mai et du mois d'avril, ou non, du mois de mai et du mois de juin, et d'en recréer une aujourd'hui qui fera place nette. Donc, c'est un conseil un peu chaotique, chacun l'aura remarqué. Oui, puis j'en ai d'autres comme ça. J'ai des trucs comme ça. Vous vous souvenez, c'était le déclassement d'un bois sur le théâtre de Cherisy. Hein, c'était coincé entre Bricot Dépôt, entre la route de Nagis, il y avait le château d'eau, il y avait des chiens, et puis une friche. Enfin, c'est un bois, c'est vite tenu le bois. Surtout avec la sécheresse, là il a souffert, il n'y a pas plus d'âme. Bon, ça ne change rien qu'il fallait quand même mettre le bon intitulé. Alors je ne sais pas, on peut voter. Bon, alors, je vais demander d'abord s'il y a des questions, parce que là-dessus, vous êtes comme ça, vous n'avez pas la moyenne, monsieur Reyes. Pardon. Donc il faut modestement accepter des éventuelles acrimonies, remarques ou amendements de notes négatives ou des mauvaises notes attribuées à monsieur Reyes.
Non, vous êtes préservé, monsieur Reyes. Moi j'avais bien expliqué la première fois, c'est pour ça que tout le monde a compris. Enfin, modestement. Hein. Parfait. Donc on peut voter. Eh bien, c'est moi qui vais en décider, monsieur Reyes. Je vous rends la parole. Mais je me dis, vu comme je mène ce soir les débats, je me demande si je ne devrais pas vous donner le manche. Non, non. Hein? Alors, y a-t-il des voix contre la délibération 14 sur le retrait de délibération, sur les deux retraits de délibération et la pour en révision du PU? Y a-t-il des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Et je vous recède la parole, monsieur Reyes, sur l'approbation de la révision allégée. Alors, ce numéro 1 du plan local d'urbanisme. Je ne trompe pas, c'est bien une révision allégée du plan local d'urbanisme qui porte sur la deuxième. Alors, on a peut-être un plan, non? On en a deux. Voilà, le premier, voilà. C'est ce qui est entouré avec le cercle rouge, le cercle blanc de l'huile rouge, pardon. Vous avez donc il y a 4 parcelles. Pour une surface à peu près de 33 000 m², plus de 3 hectares. Et pareil, c'est la continuité d'une espèce de bois classé qui existait de l'autre côté et pour lequel on a aussi une proposition de 18 hommes pour pouvoir. Alors, l'intérêt, ce sera de retrouver la fonction première de ces terrains, puisqu'ils sont classés UXD, voire UX. Donc, c'est des terrains qui ont une vocation commerciale et industrielle. Et là, évidemment, avec l'histoire du bois classé, je sais bien, ça fait sourire un peu les gens quand on parle de bois, parce que quand on va là-bas, on cherche les arbres. Et on ne trouve même pas d'arbustes. C'est plus qu'une friche. Il n'y a pas d'animaux, vraiment. On a fait une analyse, une étude. Il n'y a pas de tigre spécifique, de vautounil, ni de grenouille un peu bizarre. Rien du tout, à part, je crois que c'était des mantes religieuses, la chose la plus curieuse. Donc ça, c'est le deuxième plan. Donc là, on rentre dans la procédure. Donc on vous demande de voter le principe, on est d'accord de la révision. Et donc un dossier va être déposé en mairie, qui sera libre à la consultation de tous les petits soirs. On va organiser une réunion publique à laquelle on essaiera de répondre aux questions qu'ils auront préparées suite au dossier. Et on réunira les personnes publiques associées, PPA, lors d'une réunion dans laquelle on va de nouveau répondre aux questions, 6 questions. Ensuite, on demandera au juge de nous nommer un commissaire enquêteur. On fera une enquête publique qui durera 1 mois, qui sera logé à la mairie. Et suite à ça, le commissaire enquêteur fera un rapport définitif qui nous permettra d'établir une délibération pour voter ou pas voter la révision numéro 2 du PU. C'est quelque chose qui va prendre quelques mois. Je rappelle que le numéro 1 a duré plus de 2 ans. Alors ça a beau être allégé, c'est quand même quelque chose d'assez lourd. Mais bon, c'est une protection. Hein. La révision, c'est quelque chose qui tape directement dans la structure. Hein. On ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà. Alors, il y aura quelque chose qu'il faudra modifier, je dis ça pour... c'est pas les calculs, mais voilà, après en avoir délibéré tout de suite, on déclassé, etc. Donc la parcelle privée, c'est 3200 m², non pas 4200 m². On a été généreux, on a été joli, mais c'est la page 2 de la délib numéro 16. Après en avoir délibéré, c'est tout de suite après. 3200, d'accord? Voilà, j'ai fait le calcul moi aussi. Bon voilà, moi je sais pas. J'attends vos questions. Parfait, y a-t-il donc des questions concernant à la fois cette révision de l'approbation de la révision allégée numéro 1 et ensuite sur la révision allégée numéro 2 du plan local d'urbanisme qui définiront les modalités de concertation? Deux délits. Comment? C'est 2 délibérations. Absolument. Et comme tu les as évoqués dans ton propos explicatif, en application et conformément au code de l'urbanisme, y a-t-il des questions? Non? Eh bien, je laisse aux voix l'une et l'autre. Enfin, l'une, la première, révision allégée, y a-t-il des voix contre? Les abstentions et l'unanimité. Et ensuite, sur la révision allégée numéro 2, sur les modalités de concertation, y a-t-il des voix contre?
Les abstentions à l'unanimité, je vous remercie. Là aussi, monsieur Reyes, précisez-nous, parce que nous en avions déjà débattu, les changements intervenus sur la cession des 5 parcelles de 324 mètres carrés. On avait déjà voté ça, sauf que l'intitulé, enfin, le libellé, la dernière phrase de la libération n'était pas totalement écrite dans les règles. Il faut autoriser monsieur le maire à signer les promesses de vente, etc. C'était pas mentionné comme ça, c'est une erreur de rédaction. Oui, rien qui porta sur le fond, mais... Non, ça ne change rien. Mais c'est rassurant parce que vous voyez, je veux dire, ça veut dire que quand on s'interroge sur le contrôle de l'égalité exercée par l'État, il y a ce pointillisme l'honore. Oui, voilà, c'est-à-dire que le travail est fait parce que les gens se disent, est-ce que vraiment les gens lisent les délibérations? Eh bien oui. Moi le premier, je relis toutes les lignes, j'essaye de pas m'y mélanger. Bon, il y en a, c'est fastidieux, c'est vrai, quand vous avez tous les articles, les arrêtés, tout ça, c'est mortel, mais je l'ai loupé, toutes. Je prends la part. Deux. Donc ça peut arriver. Par contre, j'avais trouvé les 3200 mètres carrés. Bon, c'est vrai. En tout cas, on fera mieux la prochaine fois, on s'y engage et on garde Reyes à l'urbanisme. Bon, merci. Y a-t-il donc sur cet amendement qui autorise votre serviteur donc, à signer les promesses de vente, y a-t-il des voix contre? On s'est déjà exprimé. Hein. Les abstentions, 5 abstentions, conformes au vote que vous aviez adopté la dernière fois. Adopté, je vous remercie. Alors, c'est encore moins. Non, il a 17 bis. Oui. Je suis oui, fait. Ah oui, je peux. Oui. C'est la même chose que la précédente. En fait, on avait déjà voté pour ça, sauf que l'intitulé en bas de délibération n'était pas tout à fait conforme à ce qu'il faut. Donc, on autorise M. le maire à signer les promesses de vente, etc. C'est le libellé exact, on gardera en copier-coller, mais vraiment pour plus. Il s'agit de l'achat, vous vous souvenez, du terrain, justement, du terre de Cherisy, qui faisait l'objet du déclassement de bois, le fameux bois classé, de la révision numéro 1 à l'époque. Et de rappeler, voilà, c'est une vente qui se fera au SMITOM, le syndicat traitement des ordures ménagères, qui rapportera à la limite 400 000 € titre de l'année 18. Et puis c'est en train de bouger sur la parcelle qui est juste devant les 10 000 m², puisque je crois qu'il y a un projet. Les promoteurs m'ont appelé pour nous soumettre un projet, vous savez ce qu'on appelle la parcelle de M. Beau, qui est au droit de Brico-Stones, et juste à l'entrée, voilà. Et ensuite, la prochaine étape, bien, ce sont, on l'avait évoqué ici en conseil municipal, derrière l'usine de traitement, les 10 000 m² qui appartiennent à la commune, et dont SMITOM voudrait se porter acquéreur pour y développer de nouvelles activités de traitement, plutôt de sélection, voilà, nouvelles activités de traitement des déchets. Voilà. Et j'aurai demain, je le dis ici, parce que je discute avec les propriétaires du bâti, puisqu'il y a une servitude qui pèse sur ce bâtiment, en tout cas la distance entre le bâtiment et ensuite, je dirais, la possibilité de bâtir ou d'installer des activités de mémoire, je crois que c'est une vingtaine de mètres, et donc qui correspond à un classement d'un ancien opérateur. Donc j'ai demain rendez-vous avec le directeur juridique pour apprécier si, comme il s'agira du SMITOM, il peut y avoir une évolution de cette contrainte qu'on appelait, je crois, Céveso dégradé. En fait, ça correspondait à une capacité de stockage de produits réputés inflammables. Donc voilà, c'est la catégorisation du stockage. Aujourd'hui, pour l'essentiel, et c'est plein comme un œuf dans le centre de logistique, c'est essentiellement de l'ameublement saisonnier, piloté par le groupe français d'Allemagne. Voilà. Ok, donc la 17 bis, qui en veut? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Merci M. Reyes. Et faites quand même mieux la prochaine fois. Alors, je vais vous parler d'un sujet qui est pour nous un objet de fierté, c'est que je partage avec quelques collègues, donc Madame Niek, et pas seulement parce que c'est sa compétence, mais ici à Volpénil, la retraite est active et gymnique. Et si vous venez ici les mardis et les jeudis, il s'y passe des choses incroyables, de la vie, des amitiés, de l'entretien corporel. Et donc, quand ça marche, il ne faut pas changer, c'est l'objet de cette délibération, donc de rémunérer une intervenante au titre de la retraite sportive pour 40 vacations de 2 heures.
à hauteur donc de 36,47 € de l'heure, et ce sur un contrat qui couvrait du 3 septembre, donc les choses allaient déjà commencer, hein. Donc c'est un peu une petite régularisation jusqu'au 5 juillet. Voilà, 40 vacations de 2 heures. Y a-t-il des questions concernant Thérèse? Il n'y en a pas, je les au voix. Y a-t-il des vacants, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Modification du tableau des effectifs à l'école de musique, toujours au titre des ressources humaines. Une délibération qui fixe qu'un poste d'assistant passe de 13 heures par semaine à 5 heures par semaine. Donc voilà, là aussi des petites économies, mais qui résultent du choix d'un enseignant. Y a-t-il des questions? Qui est contre la musique? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Alors, là aussi, au titre redevenant sérieux, rémunération de vacation d'agents de surveillance, notamment en cadre des activités scolaires et notamment pour l'étude surveillée. Il s'agit là d'adopter un nombre de vacations, mais aussi un niveau de rémunération. Donc il s'agit de 69 vacations d'1 heure par agent pour l'année scolaire qui s'ouvre, donc fondé sur un taux horaire de 22,34 € en précisant en moyenne, puisque vous savez que le taux varie, heureusement, selon ses qualifications. Et donc pour les instituteurs et directeurs d'écoles élémentaires, il se situe à 20,30 €. Pour les professeurs des écoles classe normale, 22,34 €. Et puis pour les professeurs des écoles hors classe, il s'agit de 24,57 €. C'est l'objet de cette délibération de vous demander, quelle que soit la catégorie, de vous prononcer sur les 69 vacations. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Moi, j'avoue que j'ai découvert, je parle aux femmes et aux de l'art, je ne savais pas qu'il y avait des professeurs des écoles classe normale. D'accord. D'accord. Non, mais vous savez, moi j'ai raté tous mes diplômes, alors je ne peux pas. Y a-t-il des voix contre les professeurs? Non, je plaisante. J'ai tellement fourché ce soir que je m'autorise quelques libertés. Qui est pour nos professeurs? Voilà, à l'unanimité, je crois. Comment? Ah, je vous demande pardon, monsieur Chevalier. Je suis pour les professeurs, mais je ne suis pas pour les études surveillées. D'accord, donc je retire cette unanimité un peu hâtive. Qui est pour? J'ai vu, mais qui s'abstient? Oui, vous avez la main. Et on ne vous demande pas pourquoi, monsieur Chalot. Non, vous l'avez déjà dit. Y aurait-il par hasard des voix contre? Bien, et donc une abstention adoptée. Là aussi, création de poste pour les points de surveillance école. Il s'agit d'un emploi non permanent pour l'année 18-19, qui serait occupé par un contractuel pour une durée d'équivalent à 22,85% d'un temps plein. La base de l'indice dit 325, que chacun connaît ici, et qui sera majoré de 10% au titre des congés payés, que nous faisons chaque année. Monsieur Chalot, vous abstenez-vous? Très bien. Y a-t-il des voix contre? À l'unanimité, je vous remercie. Je vous titille, monsieur. Alors, là, je sens qu'il va y avoir peut-être des abstentions. Je ne voudrais pas présager, mais il s'agit donc de modification du tableau des effectifs et bien sûr d'accompagner la promotion d'agents qui étaient adjoints administratifs principaux de 2e classe et qui deviennent, au terme de cette libération, deviendraient agents de maîtrise à la restauration, à l'entretien au service technique et à la crèche. Nous ne manquerons pas, si nous adoptons cette délibération, de les embrasser et de les féliciter. Donc, je soumets à votre bienveillant avis la promotion de 4 agents de la ville. Y a-t-il des questions? Alors, qui est pour la promotion? Qui est contre? Mais qui va s'abstenir? Non, mais je ne dis pas. Nous avions eu l'occasion de s'exprimer sur les questions de ressources humaines, donc c'était une bonne manière. Monsieur Van Steenbroek n'étant pas là pour vous parler de la modification des horaires au cimetière, vous vous souvenez que ça avait valu ici une petite joute avec un de mes amis. Donc après, il y a eu une commission qui s'est réunie et qui a examiné un aménagement des horaires qui en hiver conduirait à ce que le cimetière soit ouvert de 8h30 à 18h, les horaires d'été, donc en gros à la tombée de la nuit, et ensuite les horaires d'été de 8h30 à 20h. Et rappelons que les portes désormais évidemment seront ouvertes de manière électrique, hein. Je ne sais pas encore.
C'est pas encore, hein, c'est imminent, hein, sur un système automatique d'ouverture et de fermeture. Je profite de. Enfin, j'y reviendrai après, je vais le soumettre au vote, puis je ferai un petit commentaire sur la vie du cimetière. Donc voilà, donc nouveaux horaires un peu rabougris, mais qui correspondent aussi à la nécessité, notamment quand c'est l'hiver et la nuit, à ce qu'on évite quelques promenades nocturnes. Y a-t-il des questions? Peut-être juste une petite remarque. On devrait peut-être préciser tous les jours de la semaine, parce que je pense que le dimanche pareil. Oui. On peut apporter cet amendement, en effet. Hein, on l'apportera dans la délibération finale. Tous les jours de la semaine. On va le mettre du lundi au dimanche. Jour férié compris. Le dimanche, 7 jours sur 7. Voilà. Non, mais c'est un amendement. Voilà, 24 heures sur 24, non. C'est pas 24 heures sur 24. Voilà, je soumets au vote. Y a-t-il des voix contre, des abstentions à l'unanimité? Je vous remercie. Juste un mot sur le cimetière. Vous savez qu'on a subi des épreuves un peu douloureuses. Je suis couvert de mon directeur de cabinet qui a suivi ça avec M. Vincent Doux. On peut dire au printemps dernier, fin de l'hiver, printemps dernier, on a connu énormément d'intrusions et notamment de nombreux vols de plantes, de fleurs, mais aussi des intrusions nocturnes, quelquefois qui étaient, je dirais, voilà, les bêtises que font quelques ados qu'on avait identifiés. Et sans rentrer dans le détail, comme je l'avais évoqué ici, nous avons pris un certain nombre de mesures qui ont ému quelquefois des personnes, puisqu'on a fermé une porte. Mais pour être très clair, il s'agissait de contrôler les entrées et les sorties. Chacun l'aura compris. Elles ont été réouvertes. Et je dis, l'enquête avance bien. Elle avance d'autant mieux que depuis quelques semaines, fort heureusement, on l'a souvent évoqué ici et partagé un mois, nous avons, à ma connaissance, hein, Fabrice, une indication récente sur les vols au cimetière, où, je dis la parole si nécessaire, suspension de séance, M. le directeur de cabinet. Non, ces derniers temps, on n'a pas de retour, mais il peut y en avoir et des gens qui ne signalent pas. Qui ne signalent pas. Voilà. En tout cas, voilà. En gros, on sait qui rentre et qui sort. Voilà. Donc, et puis, voilà, une piste qui a été, grâce à la vigilance et l'observation de certains de nos concitoyens, je pense que les personnes ou le couple peut-être a compris qu'il ne fallait pas revenir à Wolping. Madame Moreau, j'aurais 3 questions à vous poser au terme de votre délibération, donc chacun son tour. Je vous donne la parole sur la convention du Fonds de solidarité et logement, et je verrai si je m'abstiens. Bien. Tous les ans, nous renouvelons donc cette convention, puisque c'est une obligation de la renouveler. On nous oblige à la renouveler tous les ans. Simplement, pour cette année, je vais faire un petit effort et je vais en lire une partie parce qu'il y a quelques petites choses qui ont été modifiées et donc il y a quelques différences par rapport aux années précédentes. Alors, je rappelle juste, donc, pour ceux qui ne se souviennent plus, que le Fonds de solidarité, le FSL, intervient auprès des ménages donc, qui sont en difficulté. Lorsqu'il y a des impayés de loyer, des difficultés à régler certaines sommes, comme les cautions de démarrage, ce fonds de solidarité peut aider à payer les loyers en retard. Et effectivement, ensuite, bon, ils peuvent se faire rembourser sous certaines formes ces sommes qui ont été données. Ce qui évite aux gens de se retrouver en impayé ou de se retrouver éventuellement de pouvoir se retrouver peut-être à la rue, mais en tout cas dans de grandes difficultés. Alors, ce dispositif soutient par ailleurs financièrement les structures d'insertion effectuant de l'accompagnement social lié au logement, ainsi que les organismes effectuant de la gestion locative en direction de ménages en insertion. L'Assemblée départementale a décidé, lors de sa séance du 24 mars 2017, de réviser les conditions d'attribution de garantie d'emprunt accordées aux bailleurs sociaux. C'est ça qui est modifié par rapport à cette convention, par rapport à ce qui avait été les années précédentes. Donc l'adhésion au FSL de la commune d'implantation des logements sociaux, dès lors que sa population dépasse les 1500 habitants, ou de l'établissement public de coopération intercommunale, c'est-à-dire la communauté, pour nous c'est le PCI auquel elle appartient, est devenu un critère de recevabilité de la demande de garantie d'emprunt. Les contributions des bailleurs et des communes viennent s'ajouter aux 3 600 000 € votés par le département. En ce qui concerne donc la commune de Volpénil, elle contribuera
à ce fonds de solidarité logement selon le mode de calcul validé. Elle consacrera à cet effet 0,30 € par habitant. La population prise en compte pour le calcul de la contribution, la population légale totale de 2015, qui était de 11 223 habitants. Donc, pour ce qui nous concerne, pour cette année, nous aurons donc à cotiser pour une somme de 3 367 €. Alors, cette contribution s'effectuera auprès de l'association Initiative 77 au 49 51 avenue Thiers à Melun, qui assure la gestion comptable et financière de ce FSL. Donc, il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer l'adhésion de la commune de Volpellier au fonds de solidarité pour l'année 2018. Merci Madame Moreau. Y a-t-il des questions concernant cette délibération sur notre adhésion FSL? Non, pas une petite question pour Madame Moreau. La maman dit qu'il y a un coupel. Une petite? Une réaction peut-être, M. Chal? Ah, merci. Je fais une réaction plutôt positive parce que le Fonds de solidarité logement est un outil indispensable dans le cadre de la prévention de l'exclusion locative. Il y a des familles qui sortent un petit peu de la tête de l'eau et qui peuvent reprendre le paiement de leur loyer et qui ne seront pas expulsés, qui n'auront pas les difficultés qu'ils avaient avant. C'est un outil social indispensable et Volpellier, comme dans d'autres communes, est aussi touché par ces questions-là. Alors, je peux apporter une autre précision. Pour que les personnes puissent bénéficier du FSL, il faut qu'ils aient repris le paiement de leur loyer pendant 3 mois et il faut que la somme due soit inférieure à 4 500 €. C'est quand même 2 critères importants. Après, c'est vrai que c'est presque une obligation de la commune, donc même si on demande, effectivement, on demande au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer, mais personnellement, je pense que c'est presque une obligation d'adhérer à ce FSL. Parfait. Merci Madame Moreau. Merci Monsieur Chalot. Y a-t-il d'autres questions? Je les emploie. Y a-t-il des voix contre, des abstentions? Adopté, je vous remercie. Alors, dernière délibération mise sur table qui concerne donc les représentants de la commune dans 2 instances importantes pour nous, que constitue à la fois le comité des fêtes et puis la passerelle qui gère le foyer de jeunes travailleurs. 2 de nos collègues pour des raisons professionnelles. Je pense à M. Jacob qui représentait la ville au comité des fêtes et Mme Charlène Félécard à la passerelle. Bon, non plus, ça arrive, ça nous arrive à tous, la même disponibilité pour assumer leurs responsabilités et je trouve que c'est tout à leur honneur de plutôt tirer les conséquences de quelques absences que d'être absent. Donc voilà, on ne dit pas assez, mais c'est à l'honneur des élus de savoir comment dire je ne peux plus totalement assumer toutes mes responsabilités. Donc nous les avons virés tous les deux, donc plus sérieusement, donc, ils ont souhaité prendre la distance pour assurer le reste des charges qui leur sont confiées. Et ce qui vous est proposé, après qu'elles ont été bien sûr consultées, 2 candidates de choix, que serait pour remplacer M. Jacob et Mme Odile Janot, qui est excusée ce soir, tout comme M. Gastrin, je l'ai excusé, qui n'a pas eu le temps de faire un pouvoir, mais voilà, c'était des circonstances un peu exceptionnelles qui ont été absents. Et puis ensuite, pour remplacer Mme Charlène Félécard, à la passerelle, Mme Martine Bachet. Voilà. Et s'il y a d'autres candidats, nous procéderons à un vote. Ça serait pénible, mais nous le ferons. Mais comme je sais que ce sont 2 candidates de choix, on vous soutient. Y a-t-il des voix contre, des abstentions? 5 abstentions. Eh bien, c'est adopté. Je vous remercie. Alors, j'ai quelques remerciements à vous faire partager avant que la réunion soit ouverte. Le volleyball de La Rochelle de M. Jacob vous remercie pour la subvention généreuse de 2 000 € que vous leur avez accordée. Après, vous avez bien négocié d'autres subventions pour les associations de Volpellier. Un petit mot, en fait, il y a une espèce de spéciale dédicace que je veux partager avec Martial au titre de ses compétences, puisqu'on a reçu un mail, je ne vais pas le citer, mais d'un de nos concitoyens à la résidence sur Saint-Marc, qui s'était ému du nombre de voitures ventouses qui stationnent, il y aura bientôt un article dans Reflet, mais elles étaient par dizaines dans notre commune, et désormais nous avons la compétence pour pouvoir, selon une procédure très stricte,
demander l'évacuation de ces voitures. Et voilà, donc un de nos concitoyens, donc merci Martial, à toi et à tes équipes. Un petit mot aussi pour mon directeur de cabinet qui suit ça de près, pour la satisfaction ressentie par des habitants de la résidence Saint-Marc qui ont retrouvé aussi pratiquement une dizaine de places de stationnement, après que nous avons évacué des véhicules qui stationnaient depuis trop longtemps. Vous dire que nous avons reçu une subvention de la part du département, c'est la vice-présidente en charge de la culture et du patrimoine, Madame Millot, qui nous informe que la commission permanente nous a accordé une subvention de 4 000 € au titre, je crois, de l'école de musique, il me semble, je ne dis pas de bêtises en lui, mais j'ai un petit doute décidément. Un message très sympa, mais je ne vous le lirai pas parce que il y a des... c'est adressé un petit peu long, mais en tout cas, voilà, dire d'une dame et de sa famille qui voulait dire combien elle avait passé un bel été à Volpédine-Plage. Elle voulait exprimer toute sa gratitude à la municipalité et à l'ensemble des services. Donc ça, c'est pour Charlène, et féliciter Charlène pour le travail qui a été mené sous sa férule, parce que je rappelle que c'est elle la première qui, il y a un an, bureau de justice, était venue me voir en me disant dans mon bureau, ce n'est plus possible. Elle a eu raison. Et puis on a remis un peu de sens, de vie, toujours pas de piscine, il n'y en aura pas. Mais quand même, pour ceux qui ont eu la chance d'y aller, franchement, c'est pas encore la Riviera, mais on a progressé et nous continuerons à investir en 2019 pour offrir cette parenthèse et de dire ici aussi que j'ai demandé aux élus Françoise Vétins, Odile Jeannot, de réfléchir pour l'été prochain aussi dans le même esprit à l'aménagement et ailleurs qu'à Gaston-du-Mont du centre de loisirs. Je leur ai demandé d'instruire la perspective d'éventuellement installer le centre de loisirs avec la même exigence d'animation, ça nos animateurs savent faire, en tout cas d'esthétique, de qualité d'accueil, peut-être à la Vistonnière, nous venons pour un conseil municipal, puisqu'on reçoit quand même chaque mois entre, je dirais, 60 80 enfants environ qui viennent passer l'été avec nous. Ensuite, parce qu'en cette année de Coupe du Monde, le district a tenu à saluer l'action déterminante du maire, qui a accordé des mises à disposition de terrain pour l'organisation du centre de perfectionnement élite des gardiens de but du district 77. C'est pas rien. Donc voilà, le district nous remercie. J'aimerais bien qu'il nous remercie aussi avec un peu d'argent que nous leur avons demandé pour la réhabilitation des vestiaires. Voilà, sinon je ne lirai plus les petits mots joues. Alors, important aussi, fidèle à leur engagement pour notre commune, nos deux conseillers départementaux, Madame Beaune de Sérény, Monsieur Julnier, nous informent de plusieurs subventions qui ont été accordées au titre de la petite enfance sur les crèche collective de 14 000, la crèche collective de 40 places 28 000, le multi-accueil 6 000, sur la crèche familiale Espace François Mitterrand 15 000, l'école multisport 660. Monsieur le délégué, il va falloir quand même qu'il fasse un effort. On les adore, mais 660 balles, franchement, on compte sur vous. Et ensuite, sur la culture, c'est les fameux 4 000 €, donc sur les écoles de musique, danse et théâtre. Voilà, donc un petit mot, et je voulais ici publiquement les remercier pour le soutien qu'ils apportent. Et enfin, ça sera une bonne transition, puisque je souhaitais que Colette Yek partagea le travail qui a été réalisé, les perspectives touchantes à cette dernière grande année. Et en introduction, je voulais juste vous faire partager un très gentil mot du directeur départemental de l'ONAC, qui voulait une nouvelle fois nous associer à la réussite de la 57e cérémonie départementale de remise du prix des concours nationaux de la résistance et de la déportation. Voilà, donc c'était M. Nora, qui est un ami de la ville, et j'en aurais terminé, je donne la parole immédiatement, et c'est le feu d'artifice, le point d'orgue. Madame Niec, dites-nous tout ce que vous nous avez concocté pour le mois de novembre. Ouais, ce serait un peu prétentieux de dire tout ce que j'ai contracté, parce que je pense que tout le monde ici se doute que le travail forcément se fait en équipe.
Et je dois commencer déjà par saluer toutes les équipes qui ont contribué à prévoir ce qui va vous être proposé. Vous aurez des détails tout à fait précis dans le prochain reflet. Je vais contenter d'évoquer les points les plus remarquables. Et je crois il est parti, il doit se douter que je vais parler de lui, parce que sans Fabrice Boulard, je pense que le travail n'aurait pas été aussi efficace. Ça sent l'augmentation, hein. Aussi efficace. Son soutien constant a toujours été essentiel et j'ai plaisir à le dire. Alors, vous vous souvenez certainement qu'en 2014, la commune avait inauguré le cycle commémoratif par une journée particulière, puisqu'on pouvait commémorer la date du 5 septembre, puisque c'était au château de Volpény, qui était à l'époque l'état-major des Britanniques, et donc le maréchal French y avait reçu le général Joffre. Et cette rencontre un peu houleuse s'était terminée par la décision de participer à la bataille de la Marne. Les Anglais ont fait doucement, sans trop. Bon. Et donc cette journée avait été une belle réussite, c'était sur une journée. Cette année, 2018, notre projet s'articule de manière assez différente puisqu'il va s'étirer sur plusieurs semaines. Mais ce que je dois dire, c'est que notre commune a eu l'honneur, et c'est un honneur suffisamment rare, parce que dans le département, il n'y a que Meaux et Volpény, qui ont été labellisés 2 fois par la mission nationale du centenaire. Et j'ajouterai un honneur particulier, c'est d'avoir la labellisation éducation nationale. En effet, le projet de cette année, donc qui porte sur un travail continu sur un peu plus d'1 mois, est vraiment très articulé sur le travail des écoles et je vais vous en donner donc quelques éléments. Alors, il y a bien évidemment des expositions qui seront présentées à partir du 29 octobre, je vous dis que vous aurez tous les éléments précis dans Reflet, jusqu'au 18 novembre à l'Arcature et à la Ferme des Jeux, donc plusieurs expositions qui sont le résultat des travaux des jeunes, aussi bien des écoles primaires, collèges et lycées. Nous avons aussi prévu, et je souligne le travail des services de la culture, des expositions qui s'appuient sur la recherche et la restauration de très vieux films qui avaient été oubliés et qui pourront être présentés au cinéma de la Ferme des Jeux, bien sûr, et avec ciné-concert qui devrait pouvoir donner un souffle un peu particulier à une des séances. Un élément particulièrement remarquable qui aura lieu, là je me permets de donner la date tout de suite pour que vous la notiez dans vos agendas, que vous puissiez aller prendre des places, c'est les mercredis 7 et jeudi 8 novembre à la Ferme des Jeux, le spectacle, un oratorio d'Isabelle Boulker, L'homme qui typait dans la guerre, et où des élèves qui travaillent depuis plus d'1 an de l'école Gaston Dumont, qui était en CM1, maintenant en CM2, vont faire un travail avec des professionnels qui devraient être d'une qualité tout à fait remarquable. Alors bien entendu, ne sont pas oubliés les aspects commémoratifs, et je pense que vous ne serez pas surpris si je vous dis que pourra être posée le 10 novembre la plaque bilingue qui permettra d'évoquer l'événement que je citais tout à l'heure à l'entrée du château de Volpény. Le 11 novembre, bien évidemment, c'est une journée, vous l'imaginez aussi, qui ne sera pas du tout passée sous silence, avec un travail très affiné par tous les services, et en particulier, l'après-midi, une manifestation festive à la Buissonnière, à laquelle, bien sûr, tous les Pénivauxois sont invités. Et nous terminerons par un événement qui est un petit peu particulier et que vous avez peut-être eu l'occasion de remarquer, je ne sais pas, dans le cimetière communal, juste derrière le carré militaire, il y a 2 tombes, un petit peu anciennes. Ce sont des tombes allemandes. Alors, je me suis fait reprendre par une allemande. Ce sont des tombes prussiennes. Donc, c'est vrai, c'est tout à fait authentique. Et ces tombes sont dans un état un petit peu dégradé, on va dire. Elles datent bien sûr de la guerre de 1870. Et donc, notre projet a consisté à travailler avec les services d'entretien de l'ensemble des cimetières allemands de France, qui existent et qui est installé à Metz. Le responsable est venu à Volpény
nous a accordé une subvention pour permettre de procéder à cette restauration qui est donc prévue pour être inaugurée, et vous êtes tous conviés bien évidemment, le samedi 17 novembre. Voilà donc résumer rapidement l'ensemble des dispositifs qui sont pris pour commémorer cette année la fête de la Première Guerre mondiale et de ses horreurs. Bravo. Vous avez mais vous avez intérêt à réussir maintenant, hein, Madame Niek. Non, en tout cas, voilà, c'est conforme à la perspective, à la promesse que nous avons faite d'être, je dirais, très présent sur le fond comme sur la forme, sur la commémoration durant ces 4 années. Et on parle déjà avec Madame Niek de la suite. Parce qu'il ne pas... oui, c'est bien ça qui m'inquiète. Mais nous allons continuer sur cette veine. Voilà, on va déjà réussir 18. Et voilà, on espère que vous serez très nombreux. Salut une nouvelle fois les représentants des associations qui sont toujours à nos côtés quand il s'agit de redonner un peu de lustre, de sens à ces temps mémoriels. Voilà. Merci Madame Niek. Sauf si vous avez des questions. Il y aura un beau cycle culturel. Ah oui. Pardon. Monsieur Pradel, je vous en prie. C'est sur un autre sujet, donc voilà, c'est juste il y avait eu sur les commémorations, et donc on conclut le conseil avec les éventuelles questions diverses. Vous avez la parole, monsieur Pradel. Nous voudrions savoir, au niveau des vestiaires du stade, ça n'a pas l'air de bouger beaucoup. J'ai l'impression que les travaux n'avancent pas. Il n'y a personne sur le chantier. Savoir bien vos informations, des questions sportives. Monsieur Tafouro, qu'est-ce que vous faites alors? Moi, je ne fais que regarder au niveau des travaux, mais sachez qu'encore aujourd'hui, il y avait une réunion de chantier à laquelle j'ai assisté d'ailleurs, et il y avait aussi les entreprises qui étaient présentes. Il y a eu un moment de flottement en fin août, je dirais, qui était lié plus à des prises de congé de l'époque. Voilà, mais sinon, non, ça avance. La livraison est prévue fin octobre, début novembre. Soyez rassurés. Je suis de très près. Monsieur Pradel a préparé vos crampons et votre short, car peu le savent ici, mais Monsieur Pradel est un grand footballeur, mais qui, comme moi, a dû sacrifier à la politique son destin sportif. Pour information, quand même. J'en ai vu le résultat, l'un et l'autre. Je suis de très près 2 chantiers qui sont actuellement en cours sur la commune, importants, qui sont donc l'aménagement à Beuvais-Gantier du Préau, d'accord, et celui des vestiaires. Et de préciser alors, puisque l'effet collatéral, c'est bien sûr la question pour nos amis footballeurs, donc on a, lors du forum des associations, on a mis en relation à la fois l'association d'athlétisme et le club de foot pour que le tennis ouvre les vestiaires qu'ils occupent aux footballeurs et aux athlètes jusqu'à la conclusion du chantier. Voilà. Si tout va bien, le foot devrait nous inviter à boire un verre de cidre fin octobre. J'aurais demandé de le payer en fait, le verre, c'était bien. Tout le prix qu'on met dans cette réhabilitation. Et Beuvais-Gantier, ça avance bien, puisque si tout va bien, nous devrions vous inviter tous, autour du 13 octobre, à visiter le Préau. Monsieur Chalot, vous avez la parole. Oui, je voulais annoncer, mais tout le monde est au courant, du moins j'espère, que samedi prochain, le 22 septembre, de 10h à 17h à la Buissonnière, vous avez une journée d'animation et de sensibilisation aux questions de prévention, afin d'apprendre à partager la route. Et c'est une initiative très intéressante par son ampleur, par aussi son partenariat, puisqu'il y a le conseil départemental pour la préfecture, l'agglomération, les pompiers, il y a tous les services municipaux, avec le service intergénération notamment, et en plus le comité des fêtes toujours présent. Donc c'est une initiative de grande ampleur, avec beaucoup de réunions de préparation, et je pense que les enfants, les parents et les grands-parents seront heureux de venir à cette initiative éducative. Là aussi, bravo. C'est une très très belle initiative dont je ne doute pas de l'utilité. Voilà.
S'il n'y a pas d'autres questions, espérons au sujet d'intérêt général, je lève la séance en version des...